Et il ne faut pas oublier que la France, c'est le numéro 1 du tourisme mondial et que c'est maintenant qu'il faut se réinventer, c'est maintenant qu'il faut innover. Sur un marché français, être une plateforme française, on ne va pas se mentir, c'est déjà un très très gros argument, surtout avec la crise qu'on a subie. Je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'un outil, 2 outils, puis 3 outils, et on s'aperçoit qu'en fait la problématique elle est commune. La plateforme est vraiment est née de ce constat qui était commun. Chaque action qui est faite dans une start-up a un impact direct sur le business. Quelqu'un qui rentre chez Yago aujourd'hui, c'est un challenge phénoménal. Il faut des guerriers, on va à la guerre, il faut des guerriers. On part à la guerre ensemble, on meurt ensemble, on gagne ensemble, on vit ensemble. C'est tellement riche et tellement fort de pouvoir donner sa parole, même que je sois un stagiaire, un alternant. On a besoin de structuration, de renforcement de l'équipe. On ira vers la fin de l'année sur une levée de fonds. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Rémi Canessan. Je suis David. On est tous les deux fondateurs de Yago.com. Donc on a fait cette vidéo pour vous parler de notre startup, les origines de notre projet et la direction que l'on prend avec Yago. Yago, c'est quoi? C'est une plateforme française qui vient en aide aux conciergeries et aux agences de location saisonnière qui veulent améliorer leur organisation interne avec un outil centralisé et optimisé, personnalisé pour gérer mieux et vendre plus. Alors justement, David, peux-tu nous raconter comment Yago a été créé? Est-ce qu'on a eu une expérience particulière avec la location saisonnière pour lancer notre start-up? Alors comme tu le sais, je suis tombé dans le virus. J'avais avec ma femme effectivement un appartement à Paris. On a voulu tout naturellement le rentabiliser, de le mettre sur la location courte durée. Donc on s'est tourné d'abord sur les plateformes comme Airbnb, sur les OTA. On s'est vite aperçu qu'il fallait multiplier un peu nos chances et de le mettre rapidement sur d'autres listings tels que Booking.com, tels que Abritel qui a été racheté plus tard par HomeAway. Et on a été vite confronté d'une part à l'afflux de voyageurs. On était sur Paris, c'était bien avant le Covid. Donc une sollicitation, j'avais toujours une vie active, donc effectivement les voyageurs qui te sollicitent pendant tes réunions, qui te demandent 10 fois comment marche la machine à laver, la cafetière, la télévision. Et donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait s'outiller, qu'il fallait prendre des outils pour nous aider à cette gestion quotidienne qui est chronophage, et on n'avait franchement pas le temps, comme tout à chacun, on a notre quotidien et ça reprend le dessus. Et donc on s'est confronté à cette jungle technique de multiples outils qui nous permettaient de répondre à la gestion des tâches, de répondre à la communication entre le voyageur qui te demande est-ce que je peux arriver plus tôt, mais comme c'est pas toi, j'étais pas physiquement sur Paris, donc c'est pas moi qui accueillais les clients. Tu avais un prestataire qui travaillait. J'avais un prestataire, j'avais une personne qui s'occupait de ça, mais elle n'avait pas mon lien Airbnb, je lui avais pas donné parce que je voulais pas lui communiquer mes revenus. Et donc je conversais avec elle en WhatsApp, en SMS, et donc c'était j'étais le roi du copier-coller. Je prenais la copie du voyageur qui me disait à quelle heure il devait arriver parce que son avion était en retard, parce qu'il était dans les bouchons. Je renvoyais ça à ma coéquipière qui, elle, me disait non, je ne vais pas pouvoir, donc je redemandais au voyageur. Enfin voilà, j'avais vraiment besoin d'outillage de communication, d'outillage de partage de planning, de réservation, pour savoir quand est-ce qu'allait être le prochain check-in, le prochain check-out, donc de faire le ménage entre deux, la coordination avec effectivement le linge. Et donc je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'un outil, 2 outils, puis 3 outils. Alors bien sûr, je ne me suis pas lancé dans un PMS ou un channel manager parce que j'avais qu'un seul appartement et c'était démesuré par rapport à manque de pertinence parce que j'étais pas non plus professionnel. Je faisais ça, on va dire, pour arrondir mes fins de mois, comme tout à chacun.
Avec une envie aussi d'avoir une certaine qualité de prestation délivrée. Je voulais en fait moi-même, enfin on est tous voyageurs, je voulais avoir effectivement rendre le service que je pouvais moi être en attente. Bon, je suis assez exigeant comme tu le connais, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Si peu. Et tout en étant exigeant, je voulais effectivement que mes voyageurs se sentent comme chez moi. Le leitmotiv d'Airbnb, c'était aussi vie comme un local, et je voulais effectivement rendre l'utile à l'agréable et que mes voyageurs puissent avoir une expérience de Parisiens en lui apportant des services. Alors c'était effectivement lui partager mes bonnes adresses et lui partager mes bons plans. J'ai eu des Turcs qui sont venus dans l'appartement qui me demandaient effectivement est-ce que je peux avoir un club de jazz ou est-ce que je peux avoir une expérience un peu atypique, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce qu'effectivement, je voulais pas qu'il se retrouve à l'Hippopotamus, place de l'Opéra. Je voulais qu'il partage les bons plans que je pourrais lui donner dans un standing que je lui proposais. Et donc le constat il a été clair, j'avais pas d'outil, encore moins un outil français ou une plateforme française qui existait et qui pouvait répondre à mes besoins. De par Airbnb, j'ai été aussi invité dans les clubs d'hôtes. Où il y a un échange, un partage de problématiques, de quotidien entre propriétaires. Et je m'aperçois très vite qu'en fait je ne suis pas un cas isolé, que 90% de mes problématiques étaient 90% des problématiques des gens qui venaient à ces clubs-là. Création du club de Paris, donc effectivement on rencontre une centaine de personnes et on s'aperçoit qu'en fait la problématique elle est commune, tout le monde a exactement les mêmes problèmes. Et l'idée vient de là, et comme on vient de la tech, comme on s'est rencontrés dans la tech, on s'est dit voilà, la plateforme elle n'existe pas, créons une plateforme française à destination des propriétaires d'hébergement pour justement allier l'automatisation vient après, mais simplification des processus au quotidien, amélioration de la communication avec le voyageur, parce que le voyageur c'est quand même lui qui nous... voilà, c'est notre client, donc c'est la satisfaction client avant tout, et de le mettre dans les meilleures conditions pour avoir un voyage de qualité. C'est en quelques mots aussi soulager finalement l'hébergeur de ces tâches rébarbatives. Voilà, on est tous passés à répéter. Moi j'étais sur Paris, donc j'avais un flot de voyageurs qui était assez répétitif. C'était parfois une seule nuitée, parce que j'ai des gens qui venaient parce que leur avion était décalé, et ils venaient pour une nuit, ils partaient le lendemain. Donc effectivement, check-in à répétition, linge à répétition. Et surtout à répétition, c'est comment marche votre machine à laver, comment marche votre téléviseur. Aucune valeur ajoutée. Voilà. Donc il fallait un outillage, et la plateforme est vraiment est née de ce constat qui était commun. Rémi, donc maintenant que la plateforme existe, explique-nous un petit peu comment elle séduit nos clients, comment nous répondons à leurs problématiques, pourquoi les clients viennent nous voir. Déjà parce que clairement le retour de nos clients avant tout c'est cette impression de faire partie de la même équipe. Pourquoi ? Parce que avant d'être hébergeur, on est des voyageurs comme tout le monde, et que on a justement cette sensibilité d'avoir vécu des frustrations en tant que voyageur, en tant que locataire, si jamais certains peuvent des fois employer ce mot-là, mais concrètement c'est de pouvoir prendre possession d'un lieu et de pouvoir profiter pleinement de son séjour, d'être dans des lieux assez sympathiques, mais on a tous vécu le moment où on a roulé toute la nuit, les enfants sont dans la voiture, on arrive le matin, on est fatigué, on la patate. Si on va au ski, c'est allez, on monte sur les skis et il faut partir alors que tu n'as pas dormi. Tu arrives dans une villa avec tout un contexte super, mais eux ils pètent la forme. Toi, tu es complètement fatigué, tu as envie juste de te reposer, faire les courses et c'est tout. Mais pour autant, c'est la prise de possession justement des lieux. Et systématiquement, on a toujours été confronté à des choses qui existaient, qui fonctionnaient bien avant. Le fameux book plastifié ou le classeur positionné sur la table basse, la table de salon, où malheureusement on t'explique comment te stationner ou comment venir dans le logement,
Mais c'est trop tard. C'est trop tard alors que toi, tu as réservé et tu as envie de préparer un minimum ton arrivée, surtout pour les familles, mais pas que. À la limite, même quand on part en dernière minute, le strict minimum, c'est de savoir comment je prends possession des lieux. Même sur du logement pro. Exactement. Tu vas à l'hôtel, le minimum, c'est comment va se dérouler mon check-in. Et là, il y a toujours besoin d'une certaine transmission, un peu un côté professionnel. Et la difficulté pour l'hébergeur particulier, notamment sur des gens qui ont peut-être fait du gîte auparavant, qui avaient certaines habitudes et qui finalement maintenant doivent s'adapter au nouveau mode de consommation. Et il ne faut pas oublier que les gens qui réservent sur des plateformes comme Airbnb ou Booking, elles ont peur à l'arnaque derrière. Elles peuvent être confrontées à cette angoisse de dire « Ok, j'ai réservé, mais est-ce que ça existe vraiment derrière ?» Tant qu'on n'est pas dans les lieux, on a toujours un doute, on a toujours un stress. Exactement. Et ça rajoute un petit peu, ça peut rajouter une grosse frustration si effectivement au bout du voyage l'appartement il n'existe pas. Et le fait effectivement d'avoir des informations en amont pourrait effectivement rassurer et au moins avoir une meilleure sérénité lors du voyage. Oui, tout à fait. Et puis alors après, le réflexe d'automatisation et qui déshumanise un peu la relation, c'est on envoie des placards de messages dans les messageries Airbnb ou par mail ou par SMS et finalement c'est un peu confusif pour le voyageur. Sont-elles lues, sont-elles bien reçues Exactement, c'est pas toujours, et ne parlons même pas des aspects traduction. Alors Airbnb évidemment va pouvoir le traduire, mais c'est pas, on est obligé en tant qu'hébergeur, et là je prends ma casquette de propriétaire qui accueille des voyageurs, qui vit au quotidien justement cette contrainte de devoir s'adapter à chacun de mes voyageurs. Et finalement, les questions, elles sont toujours les mêmes. Mais voilà, en fait, c'est de se dire comment, sans surcharger la communication, comment je fais un bon dosage. Et justement, c'est ça, Yago, c'est cette capacité d'adaptation, de compréhension du besoin du voyageur, du gestionnaire ou de l'hébergeur pro particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille énormément avec les agences qui sont très très demandeuses de nos services parce que on répond parfaitement à une demande d'innovation aujourd'hui dans ce domaine qui soit justement, on donne accès à un espace voyageur personnalisé, mais on y reviendra, et plutôt que d'avoir des tonnes de messages, au moins c'est un peu comme quand on va dans des grands groupes, des grands tours opérateurs. Là on donne accès à un environnement personnalisé dans la langue du voyageur qui permettent d'avoir accès à un contenu interactif. Qu'il pourra consommer lorsqu'il le souhaite. C'est-à-dire que là où on va avoir effectivement à la fin d'un voyage, comme tu le disais, les 10 heures d'avion avec les enfants, où effectivement on pourrait très bien avoir un check-in présentiel avec une personne qui, avec la meilleure amabilité, va nous présenter les 10 électroménagers, les 3 télés qui sont dans l'appartement ou dans la villa, comment marche l'alarme de la piscine en elle-même, le jacuzzi, le barbecue. Mais après les 10 heures d'avion, on n'a pas envie d'écouter, on retient 10% de l'information. Et même parfois, ça nous est arrivé, respectivement, c'est lorsqu'on a besoin de cette information-là, on n'a pas forcément envie de déranger la personne, l'hébergeur. Donc ça crée une frustration parce qu'effectivement, il y a un jacuzzi qui nous tend les bras, il fait 50 degrés dehors, on a juste envie, c'est de l'utiliser. Les conditions d'hygiène, justement. Et voilà, comment faire, les conditions d'hygiène, etc. Donc c'est des informations qu'on a envie à un instant T, qu'on nous a certainement expliqué la veille au soir, mais on n'était pas dans un état de retenir quoi que ce soit. Et c'est pour ça que l'espace voyageur permet justement de mettre à disposition toute une littérature qui pourra être consommée non seulement dans la langue du client, mais à l'heure qu'il le souhaite, au moment où il le souhaite. Exactement. Et puis l'avantage, c'est que je prends souvent en exemple des expériences vécues personnellement. Je suis allé dans une chambre chez l'habitant avec ma femme sur un super logement à l'île de Ré. La personne super sympa, fait un accueil physique, c'est vraiment tip top, un petit présentoir avec tout un tas d'informations documentées, papier, vraiment vraiment très très bien. Sauf que tu pars, tu vas visiter l'île et puis mince, t'as pas pris les flyers. La personne avait pourtant pris, elle, le soin de mettre à disposition tout ce qu'il fallait et que ça soit à jour. Et comme tu dis, voilà, à jour. Et que ça soit pas de l'année 3 ans en arrière. Et finalement, tu es sur la route 15 minutes plus tard. Mince, on va manger où où est-ce qu'on peut sortir vraiment? C'était quoi l'adresse que nous avait conseillé? Ça peut être la conciergerie ou le propriétaire. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur Google.
et on retourne dans une jungle où en fait on n'est plus sur un bouche à oreille qui serait numérique, on est sur là, une standardisation où on n'a plus une expérience unique alors que le propriétaire a fait l'effort. Mais finalement, en termes d'expérience client, ça s'est arrêté dans les lieux de l'hébergement alors que finalement l'expérience client elle démarre au moment du choix de sa réservation, choix du lieu, des services qu'il va trouver quand il va aller en vacances ou en déplacement professionnel et jusqu'à son départ. Mais toute cette continuité, il ne faut pas oublier, et c'est tout le sens de Yago, et c'est, encore une fois, j'insiste lourdement sur ça, mais c'est la satisfaction client qui fait le succès du commerce. Peu importe le domaine. Et donc en focalisant notre démarche commerciale sur une satisfaction client, d'abord évidemment sur une expérience voyageur, mais ensuite aussi en tant qu'expérience propriétaire, parce qu'il n'y a rien de sympa et de valorisant à répéter comment fonctionne la machine à laver, le four ou la plaque de cuisson, ou à chaque fois où se stationner pour venir à l'hébergement. Par contre, de pouvoir dire à ces visiteurs pourquoi on fait cette activité, comment on peut les orienter sur des choses où on va valoriser le territoire, les terroirs, le savoir-faire local. Là, on est dans l'expérience unique, le tourisme à la française, avec un outil numérique qui reste un support adapté à justement les nouveautés, les nouvelles consommations. Aujourd'hui, on est tous sur une consommation à la demande, mais avec un niveau d'exigence de plus en plus important. Et il est fondamental pour le petit professionnel comme le grand professionnel de s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Et Yago est justement là pour, en toute agilité, répondre à ces besoins, à avoir aussi peut-être un petit peu de sur-mesure de temps en temps avec justement une approche toujours qualitative. Donc Rémi, justement, à propos de l'expérience client, qu'est-ce qui nous distingue réellement de nos concurrents ? Alors, c'est vrai que c'est un marché qui, pour nous, finalement, que l'on a attaqué en 2019, c'est assez récent encore, qu'on a attaqué sur un marché B2C, avec une grosse phase de prototypage, de bêta-testing, de mise au marché. On a eu, justement, sur un marché français, être une plateforme française, on ne va pas se mentir, c'est déjà un très très gros argument, surtout avec la crise qu'on a subie tous de plein fouet. Le Made in France, c'est une valeur très très importante qui revient encore plus forte justement avec une crise aussi violente pour le marché du tourisme. Mais avant même ça, en fait, ça a été aussi notre faculté d'adaptation et de pivot vis-à-vis de notre offre. Ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé donc en 2019, fort de tes retours d'expérience, de pouvoir essayer d'adresser 80% des besoins des particuliers, parce que on s'est enrichi justement des rencontres avec les propriétaires à Paris dans un premier temps, mais on est aussi allé à la rencontre d'homologues dans le nord de la France qui sont même devenus des amis. Puis on est allé dans le sud, en PACA, à l'ouest, en Vendée. Et, notre cible à l'époque, on est bien d'accord, c'était les propriétaires de 1 à 3 propriétés. Oui, voilà, parce que finalement, on voyait bien que dans les statistiques de 2018, globalement, un propriétaire, profil investisseur, un petit peu plus que 45 ans, gère, dans 90% des cas, 2 logements. Et ces gens-là étaient dans une phase de recherche de professionnalisation. Oui, puis, et tu sais bien comme moi que les Français, on n'est pas les plus polyglottes. Et ils sont confrontés à un marché international avec des outils internationaux. Et combien nous en avons rencontré qui étaient cantonnés à ne faire qu'une seule plateforme, le plus souvent Airbnb, parce que la plus ergonomique, parce que la plus simple d'accès. Mais beaucoup n'osaient pas aller sur Booking parce que plateforme ultra professionnelle venant de l'hôtellerie et pas facile d'accès pour monsieur, madame, tout le monde. Alors justement, sur cet aspect-là, nous, on a voulu s'inspirer de cette démarche, à contrario de certains éditeurs, en partant de l'ergonomie pensée pour un particulier, donc beaucoup plus accessible. On a voulu l'adapter ensuite aux professionnels. Là où beaucoup partent sur très souvent des usines à gaz très performantes,
mais difficilement accessible ou ergonomique. Et concrètement, sans être méchant ou pointer du doigt une plateforme plus qu'une autre, mais quand on met en parallèle Airbnb et Booking, on voit bien qu'il y en a une qui est plus facile d'usage pour une personne qui va avoir 60, 65 ans. Quand on va sur Booking, souvent ce sont des gens qui ont déjà un certain niveau, un certain professionnalisme. Non, et l'origine de Booking était quand même l'hôtellerie, là où Airbnb était le canapé à partager dans son appartement. Exactement. Donc toute cette phase en fait où on a quand même réussi à aller chercher une cinquantaine de personnes avec différents profils, des gens qui avaient des apparts, des gens qui louaient une chambre chez eux, des gens qui avaient des gîtes, qui avaient des domaines un peu partout. Et on a eu des gens qui étaient en Guadeloupe, avec vraiment des caractéristiques complètement différentes. Et je pense qu'on peut se vanter aussi de l'âge de notre doyenne qui avait 77 ans dans le bêta-testeur. Exactement, mais c'était aussi un challenge parce que souvent, et tu le sais bien, c'est souvent moi qui suis en frontal avec les clients, et très souvent on me dit ouais mais moi j'ai pas votre âge. Et finalement, dès le début, notre plateforme on l'a pensée pour des gens qui sont pas nés avec l'informatique, qui sont pas dans la tech, qui sont pas et finalement nous on a toujours été d'un point de vue expérience professionnelle, dans l'accompagnement de l'humain. Et l'outil numérique doit rester au service de l'humain et ne pas déshumaniser la relation humaine. Justement, on a pensé cette plateforme pour qu'elle puisse venir au service de l'hébergeur, que ce soit un particulier ou un professionnel. D'abord un particulier parce que c'était notre première cible, et puis très rapidement parce qu'on a été sollicité. Les conciergeries sont venues naturellement nous voir en nous demandant les problématiques que l'on rencontre. Vous avez une solution qui émane et qui émerge sur le marché. Est-ce que vous êtes capable de répondre à nos problématiques? Parce que d'une part, on est à la recherche d'une plateforme française qui n'existait pas non plus pour ce modèle B2B. Et d'autre part, votre ergonomie fait que c'est quelque chose qui pourra satisfaire, encore une fois, l'expérience client de leurs voyageurs. Oui, c'est même plus que ça, les conciergeries. C'était enfin une plateforme française qui nous écoute et qui essaye de s'adapter à nos besoins, de proposer des services sur mesure, de vraiment venir sur le terrain et comprendre comment on peut avancer ensemble. Parce que 2020, très souvent on a la question aussi, quel impact a eu le Covid sur Yago ? Finalement, l'impact du Covid, pour nous, ça a été super instructif. On a vraiment à chaque fois un enseignement à tirer des crises. C'était une prise de conscience que les modes de consommation ont changé. Ce qu'on a connu il y a 5 ans, c'est les voyageurs ne consomment plus le voyage comme aujourd'hui. Ils choisissent de moins en moins la destination, mais plutôt l'hébergement et l'équipement et la prestation qu'on va leur offrir et pouvoir justement profiter d'un lieu unique avec une expérience unique. L'expérience unique, le côté recentrage sur l'expérience pendant mon voyage et non pas une destination où je verrai sur place ce que je vais y faire. Exactement, ou comme vivre une expérience comme tout à chacun, sans personne. Combien de professionnels qui sont sur la route, qui sillonnent les routes, qui sont des commerciaux et qui vont dans les hôtels, nous sollicitent nos clients en disant « j'en ai marre d'aller à l'hôtel, j'ai envie de vivre une expérience comme si j'étais chez moi, d'avoir un cocon qui ne soit pas impersonnel, avoir un petit peu de chaleur ». Et on voit bien que l'hôtellerie, elle aussi, est en train d'évoluer et de repenser un peu les codes parce qu'on est dans une profonde mutation et le Covid a accéléré cela. Et il ne faut pas oublier que la France, c'est le numéro 1 du tourisme mondial et que c'est maintenant qu'il faut se réinventer, c'est maintenant qu'il faut innover. Nous, on est des acteurs de la French Tech. On est là pour justement aider les gestionnaires, les hébergeurs et typiquement, c'est d'être à leur service. On doit leur faciliter leur vie pour qu'ils puissent développer leur business et optimiser leur gestion. Certains de nos clients choisissent d'augmenter la volumétrie de logement, donc pour augmenter leur portefeuille client. D'autres préfèrent dire je ne veux pas augmenter le nombre de logements mais je souhaite augmenter le nombre de services. Et justement en fait ça fait un petit peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure. On a commencé sur du B2C et comme on s'est fait énormément sollicité par des pros à l'été 2021, on a pris la décision de s'ouvrir justement et d'adapter notre plateforme aux conciergeries.
et de pouvoir grandir avec elles. Bon nombre sont encore en phase de recherche d'équipement, de besoin d'équipement. Il existe plein d'outils, elles sont sursollicitées par les commerciaux et finalement on commence par avoir un Google Calendar, un fichier Excel et puis le WhatsApp copier-coller comme tu le disais tout à l'heure. Et après, on va s'outiller, on va avoir 4, 5, 6 logiciels et puis finalement ça coûte énormément d'argent et la pertinence par rapport le dimensionnement par rapport aux besoins. Il y a une autre dimension, c'est trouver aussi les bons outils qui ont une bonne intégration. Parce qu'avoir plusieurs outils veut dire des passerelles entre certains outils et il est forcé de constater que certains outils ne communiquent pas parfaitement parce que les intégrations n'ont pas été amenées, abouties à fond. Et ce qui fait que la personne, encore une fois dans cette jungle technique, se retrouve avec différents outils à utiliser qui ne sont pas forcément optimisés pour le workflow qu'ils veulent en faire. Et on essaye justement de répondre à cette problématique-là et de faire des recherches de partenaires et d'intégration qui vont être éprouvés, testés, intégrés pour justement se mettre à la place de notre clientèle professionnelle qui est en attente d'une intégration parfaite. Et puis on a rencontré ensemble souvent, alors c'était à des moments on se disait est-ce qu'on est concurrent, je parle au niveau des éditeurs, des éditeurs de logiciels, combien de fois on nous a dit mais alors Yago c'est un channel manager? Non. C'est un PMS? Non plus. Non, mais vous faites quoi? Mais en fait nous on est post-réservation, on est sur la gestion de l'accueil et l'amélioration de l'expérience client. Et ça, moi ce qui me faisait rire, on a un de nos confrères qui nous a dit mais les gars, parlez-vous, vous pouvez tous être complémentaires, il suffit simplement de vous mettre autour d'une table et c'est ce qu'on a fait avec Sweetly, avec BookingSync, avec Igloo Home, qu'on est en train de faire avec Nuki, avec un maximum de prestataires ou d'éditeurs qui sont pertinents sur la gestion, chacun a son outillage, qui sont complémentaires. Et on peut choisir si je veux l'ensemble, le package complet ou une partie et on choisit. Le plus important au final et ce qui plaît pour finir justement sur cette question qu'est-ce qui nous distingue vis-à-vis des concurrents. Donc comme je disais c'est une équipe française qui est capable de parler en français, qui connaît les problématiques des hébergeurs français, qui a cette vocation d'internationalisation naturellement grâce à ces partenaires qui sont intégrés et à ces connexions intégrées. Donc une vraie compréhension du métier, une plateforme française et puis une plateforme qui a des utilisateurs. Parce que tu le sais bien, j'utilise très souvent ce terme, on s'enrichit des retours terrain. On ne veut surtout pas rester dans notre bulle, penser produit, on a le plus beau produit du monde. Non, notre produit ne sera jamais fini, il s'enrichira toujours des retours du terrain. Il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver et d'ailleurs on travaille sur des projets d'innovation pour l'expérience voyageur, pour le profiling, pour plus de suggestions personnalisées, aller vers l'ultra-personnalisation. C'est une tendance qui frappe justement ce marché et ce n'est pas le gestionnaire qui dans son agence va devoir chercher les outils, c'est à nous, plateforme, acteurs de la French Tech, de devoir s'adapter. Tout à l'heure tu parlais de la période du Covid, qu'est-ce qu'elle nous a amené? Elle nous a amené un deuxième facteur, c'est le QR code, le fameux QR code que personne ne connaissait en 2018-2019. C'est pire que ça, vous êtes des ringards, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, on n'y croit pas. Qu'est-ce que ce petit outil? On avait créé un premier prototype sur un porte-clés qui permettait en fait d'avoir un QR code qui permettait d'accéder directement à la plateforme et pour le voyageur, puisqu'il prend possession des clés, les clés on est sûr qu'il les aura puisque c'est son premier point de contact avec la prise en main du logement. Il avait donc sur le porte-clés un petit QR code qui lui permettait d'accéder justement au contenu, à son espace voyageur. Et en fait, le Covid est passé par là et aujourd'hui, de 7 à 77 ans, tout le monde sait ce que c'est qu'un QR code, tout le monde sait l'utiliser. Et tout le monde en veut. Et tout le monde en veut. Et aujourd'hui, tout le monde en veut. Tout le monde met les QR codes à toutes les sauces. Ce que l'on propose aussi à notre clientèle professionnelle, c'est de pouvoir justement personnaliser ce QR code à leur marque, à leur effigie, pour que justement il y ait une continuité dans cet accueil et dans cette cohérence de marque. Et c'est vrai que depuis 2021, où globalement c'est vraiment à la rentrée 2021 qu'on a pris ce pivot professionnel, mais en 2022, c'est aussi des grandes agences qui viennent nous voir, qui gèrent des parcs de 200, 300, 400, 500 logements, qui n'ont plus la même approche. Ils savent quels sont les outils.
Mais en fait, ils quittent nos concurrents parce qu'ils trouvent chez Yago ce côté standing à la française, du sur-mesure, de l'accompagnement. Mais après, on ne fait pas que du sur-mesure, mais c'est justement de pouvoir travailler d'une façon de partenaire et non pas relation prestataire, fournisseur et tout à l'heure, nos clients nous considèrent dans la même équipe. Exactement. Donc voilà, c'est un gage de... Enfin, pour nous, c'est une satisfaction de nous reconnaître comme étant nous-mêmes propriétaires et reconnus en tant que tels. Donc on est peut-être un peu plus à l'écoute et plus, on va dire, sensible à leurs problématiques, puisque soit on a déjà été confronté, soit on peut se mettre à leur place et comprendre tout à fait leurs problématiques. Et puis c'est faire l'outil, non pas qui révolutionne le marché, évidemment, mais sur son segment. On ne peut pas avoir l'outil qui fait tout, ça n'existe pas. À la limite, ça serait peut-être même dangereux d'avoir un monopole sur un outil qui fasse tout. De toute façon, quand on fait tout, il y a un moment donné, on s'éparpille. Nous, on a choisi d'être sur la post-réservation, d'être sur justement cette qualité de service et de se cantonner à, on va dire, au nécessaire, aux choses les plus importantes sur ce segment-là, et on fera toujours tout pour qu'on reste là-dessus et on s'associe aux bons partenaires matériels ou logiciels pour le besoin de nos clients. Alors, David, on parle souvent du produit et nos clients nous demandent très souvent, mais finalement, vous êtes combien? Qui se cache derrière la plateforme? Qui se cache derrière Yago et quel type de profil on recrute? Exactement. Alors, ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est un produit sans une équipe, c'est pas un produit, ça n'existe pas. Si on a beau avoir le meilleur produit du monde, si on n'a pas le support, si on n'a pas le contact avec le client, si on ne sait pas répondre à ses attentes, le client va d'abord choisir un produit, mais va aussi faire confiance à une équipe, avoir justement un soutien et adhérer à un projet plus qu'une marque. Alors, l'équipe, nous, on a fait la première décision qu'on a prise, c'est d'internaliser tous les aspects et toutes les étapes de construction. Alors, bien sûr, il y a l'équipe technique qui crée le produit, il y a l'équipe infrastructure qui permet d'avoir ce service sur une plateforme SaaS disponible partout dans le monde, tout le temps, et avoir des bonnes performances. C'est quand même la première chose sur un produit comme le nôtre qui est quand même du temps réel et de la récupération de réservations sur les différentes plateformes. On a l'équipe commerciale, on a l'équipe support et on a l'équipe de communication. Parce qu'un produit, il faut qu'il soit connu, il faut qu'il soit sur les réseaux, il faut que l'on communique sur nos produits. Donc voilà, l'internalisation, on fait tout nous-mêmes. On a bien sûr des prestataires, mais c'est des prestataires qui sont quasiment des salariés parce que c'est du plein temps. Oui, parce qu'ils sont finalement, même s'ils sont prestataires, ils sont intégrés à 100% de leur temps. Ils sont intégrés à 100% de leur temps. On capitalise justement sur l'humain parce que l'humain, la problématique des éditeurs, et je pense que on n'est pas les seuls, c'est capitaliser sur le savoir, capitaliser sur les personnes qui vont fonder, adhérer, développer la plateforme. Le plus longtemps elle reste, ça enrichit en fait le savoir et ça pérennise aussi la plateforme. Donc vraiment on porte un vrai intérêt à intégrer les gens. Dès le départ, bien avant le Covid, on a décidé d'être en full remote. D'une part pour faciliter un peu la vie pro et la vie perso, d'avoir ce luxe aussi de choisir quand est-ce qu'on veut travailler, d'où est-ce qu'on veut travailler. Tu te souviens, mais vous êtes fous, tout le monde en télétravail, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas, c'est compliqué, comment vous suivez vos équipes, et le fait d'anticiper ça. Et Covid, donc du coup on n'était pas les seuls, du coup nous on avait pris de l'avance parce qu'on est nativement, on a toujours été comme ça. Alors bien sûr ça passe par l'outillage, il faut prendre les bons outils pour être capable de communiquer. Ça passe par du Zoom, ça passe par du Slack, enfin voilà. Et puis de par les expériences passées aussi, moi j'ai toujours été sur le terrain, j'ai jamais eu vraiment de bureau physique. Toi, tu as toujours eu une envergure internationale de par ton expérience professionnelle. Exactement. Donc cette possibilité aussi de savoir d'ores et déjà, avant même les gens qui découvrent Zoom, les outils comme Slack, souviens-toi, pendant le confinement, vous faites comment, quels outils vous utilisez? On était à conseiller des homologues finalement. Tout à fait. Des gens qui n'avaient pas justement pris ce pivot et qui prenaient le Covid
comme une vraie barrière. Et justement, comment faire réadhérer des gens qui avaient l'habitude de travailler dans un même bureau, non pas virtuel mais physique, comment passer de l'autre côté de la barrière. La deuxième chose, je pense, qui est intéressante et sur lequel on veut vraiment capitaliser aussi, c'est l'internationalisation. On est dans le tourisme, on accueille des voyageurs, c'est quand même la moindre des choses que de ne pas être nombriliste et rester entre Français. Donc effectivement, dans l'équipe, il y a des gens qui viennent de différents pays. On a eu des Gallois, on a eu des Arméniens, on a eu des Égyptiens, Argentins. On est aussi obligé par rapport à notre couverture horaire, on a des clients qui sont en Guadeloupe, on a des clients qui sont à Bali. On est quand même obligé d'avoir une amplitude horaire de support pour justement onboarder nos clients et répondre à leurs attentes. Donc voilà, ça fait vraiment partie Mais finalement, c'est l'ADN. Ça se passe comment chez Yago pour recruter ces profils-là, parce que c'est quand même assez récent le télétravail pour les Français qui le découvrent. Comment ça se passe? On a aussi eu des consultants à l'international qui n'étaient pas forcément habitués à travailler à distance avec les collègues qui ne sont pas forcément dans le même bureau. Alors c'est sûr que on essaye de les mettre tout de suite dans une... on ne ment pas. Je pense que c'est une de nos qualités. Ah bon on est assez cash, il faut se le reconnaître, mais on ne veut surtout pas peindre un tableau qui ne sera pas une réalité dans un futur proche pour les collaborateurs qui nous rejoignent. Donc on leur dit vraiment les outils de travail, dans quelles conditions ils vont travailler, avec qui ils vont travailler, cette proximité, parce qu'encore une fois, au sein de Yago, chaque personne a sa pierre à l'édifice à mettre. C'est-à-dire que tout le monde est à l'écoute, tout le monde a des bonnes idées, il n'y a pas de mauvaises idées. Là-dessus, on laisse la place tout à chacun de donner son avis. La critique est toujours positive. Que ce soit à la communication, que ce soit au développement, que ce soit au marketing, que ce soit au commerce, il faut que tout le monde comprenne ce que les autres, dans quelle part ils interviennent au produit, et chacun a sa brique à apporter. Et finalement, c'est un petit peu, à chaque fois, on le répète, on dit toujours, nous, si vous venez chez nous, on vend de l'expérience, on ne vend pas des avantages. On ne vend pas des avantages. Même si, effectivement, et évidemment, on essaye de le faire de la meilleure des manières, de mettre nos collaborateurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils se sentent bien, qu'ils puissent s'épanouir et surtout qu'ils voient une perspective d'évolution. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre chez Yago aujourd'hui, c'est un challenge phénoménal, dans le sens où il y a une grosse accélération en ce moment. Il y a une grosse traction, on la sent. C'est pas le tsunami, mais on sent bien la vague, elle est quand même assez haute. Mais effectivement, on vend pas, on va vendre une expérience accélérée, c'est-à-dire que j'estime ou j'imagine que dans une autre société qui serait non pas une start-up dans la tech, les gens auraient, pour avoir exactement la même expérience chez nous, ça prendrait 3-4 années, là où chez nous ça va être concentré sur 3-6 mois. Je pense que tous les alternants qu'on a eus, la preuve en est, c'est que les alternants restent chez nous pour une autre alternance. Donc d'une part, ça veut dire qu'ils s'y sentent bien et ça veut dire qu'ils ont pris le pli, et on est très content de ça. Et peut-être qu'ils resteront chez nous. Et j'espère qu'ils resteront chez nous, effectivement, pour leur master ou quoi que ce soit. Ou même en CDI, tout simplement. Ou même en CDI. L'avantage justement de l'alternance, c'est de pouvoir aussi proposer un accompagnement avec des fous. Enfin, faut se le dire, on est un petit peu fou dans notre démarche. On est différent. On pousse assez fort, mais en même temps, c'est tellement riche et tellement fort de pouvoir donner sa parole, même que je sois un stagiaire, un alternant, un consultant ou un salarié, on sera toujours écouté de la même façon chez Yago. Il y aura toujours évidemment une décision qui sera prise ensemble, mais jamais contre le collaborateur. On n'ira jamais, si personne n'est d'accord, et finalement on n'ira pas dans ce sens-là, parce qu'on se dit qu'à l'extérieur ça sera encore pire. Et je pense que c'est motivant pour eux de savoir qu'ils peuvent être utiles. Je pense que à n'importe quel niveau, que ce soit le stagiaire, que ce soit l'alternant, que ce soit le CDI ou que ce soit quelqu'un de confirmé qui est chez nous, il a toujours eu cette impression, on a toujours laissé sa place justement à ce que ce qu'ils allaient faire ou ce qu'ils allaient décider allait être mis en... chez nous, c'est le test and learn. C'est-à-dire qu'on ne va jamais reprocher à quelqu'un d'avoir essayé, on va toujours reprocher à la limite de ne pas essayer et d'être dans
le déni ou dans le j'aurais dû. Non, Ouais, il faut puis- faire, on et- se trompe. Et c'est en prenant plusieurs portes qu'on fait mieux. Voilà, l'expérience par le test. Voilà, lançons. C'est comme le produit, on l'a lancé très tôt. On lance des features généralement en avance de phase sur des lots de bêta-testeurs pour justement confronter notre nouveau service ou notre nouvelle fonctionnalité le plus rapidement au marché pour s'adapter et pour améliorer ou affiner la feature. Et puis en même temps, tu le sais bien, il y a quelque chose, et en tant qu'acteur de la French Tech, on essaye de lutter contre le côté strass et paillettes des startups, team building, brainstorming, on n'a pas de baby-foot virtuel. Ça, à moins quand on va au village Baïséa et on leur fait un coucou. Mais voilà, c'est justement de se dire, rentrer dans une startup, oui, je vais pouvoir voir la mise en exécution de ce que j'ai pu penser et je vais pouvoir le voir rapidement et je vais pouvoir monter en puissance. C'est valorisant. C'est super valorisant. C'est sûr que dans des grands groupes, malheureusement, il y a des processus de décision qui sont bien plus longs. Là, on est connecté directement avec les fondateurs, même pas avec le responsable, c'est directement avec les fondateurs. On a la possibilité justement d'être accompagné par différentes personnes, de pouvoir avoir un développeur qui parle avec quelqu'un au marketing, un commercial qui va justement essayer de comprendre les problématiques d'infrastructure ou de développement sans forcément rentrer dans le détail. On n'est pas complètement fou, il faut avancer, il faut travailler, il faut s'organiser. Chacun son domaine de compétences, mais il faut que les gens se parlent et que chacun ait la compréhension que chaque action qui est faite dans une start-up a un impact direct sur le business. Et immédiat. Parce qu'évidemment, quand on est une dizaine de personnes, ça a tout de suite plus d'impact que quand c'est un grand groupe de 50 000 personnes. Forcément, quand il y a un grain de sable dans le rouage, ça fait plus mal sur une petite structure. Et justement, c'est aussi une recherche de tempérament. Je pense qu'on parle des hard skills, des soft skills dans les RH. Nos recrutements, ils sont surtout basés sur le savoir-être, le soft skills. Qui est la personne, c'est-à-dire qu'ils sont, à contrario, ils sont surtout pas basés sur le CV. Le CV, l'expérience, l'école, le niveau d'études importe, on va dire peu. C'est minoritaire par rapport à nos décisions. C'est plus la démarche finalement. Il nous faut savoir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle envisage de faire, quelle est son ambition. Quels sont ses goûts, pourquoi elle postule chez Yago, parce qu'au-delà de la compétence, on préférera quelqu'un en devenir que quelqu'un qui sait faire, mais qui n'adhère pas, on va dire, aux valeurs ou à notre fil rouge, à notre volonté d'aller. Alors c'est vrai qu'on va très vite. Il faut des guerriers, on va à la guerre. Il faut des guerriers. On part à la guerre ensemble, on meurt ensemble, on gagne ensemble, on vit ensemble et on sait s'engueuler, on sait justement s'amuser et être contents tous ensemble, vivre des beaux moments, de pouvoir aller même à l'étranger, que ce soit les salons à Londres, en ce moment, et on en reparlera un petit peu plus tard, on fait le Yago Tour, on emmène les gens avec nous. C'est pas nous les fondateurs qui sommes dans les meilleures conditions et qui faisons travailler les esclaves dans un coin. C'est absolument pas notre tempérament. Et justement, c'est quoi le truc qui revient plus souvent chez nous? Finalement, il y a un leitmotiv chez Yago. Ensemble, seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. C'est le mot qui revient tout le temps. Dis-moi Rémi, tout à l'heure tu nous faisais un peu de teasing sur le Yago Tour. Quel est le Yago Tour exactement? En quoi ça consiste? Le Yago Tour, c'est quoi? On l'a dit justement tout au long de cet échange, c'est la rencontre. C'est aller justement se confronter auprès des hébergeurs, que ce soit des agences, des conciergeries, des professionnels, de comprendre leurs besoins en local, d'avoir un référent en local, et on a commencé cette première étape à Cannes justement le 11 mai parce que une des plus grosses zones touristiques françaises, PACA, avec des spécificités et très locales, voilà, et donc on voulait justement aussi s'entourer de partenaires historiques du secteur qui sont intégrés à Yago, Booking.Sync, Weekly, Igloo Home, et qui apportent une valeur ajoutée et qui sont
là pour écouter les retours des gens qui sont confrontés au quotidien à la gestion de leur personnel et à la gestion des voyageurs. Et donc, on va sillonner Tu justement. nous parles d'un Yago Tour. Si c'est un tour, il n'y a pas qu'une date. Non, Le 11 mai, on a commencé. Exactement. Prochaines étapes. Donc, prochaines étapes, là, on a la grande saison d'été qui va se lancer. On sait qu'on prévoit fin septembre, probablement un deuxième tour sur la montagne, justement avant de lancer la saison d'hiver. Et de toute façon, on va probablement aller, grâce à nos partenaires, en proximité des Alpes. Et probablement ensuite, on ira en Sur la Vendée, Vendée, sur Bordeaux, à l'ouest, dans la le nord, en Bretagne. Bretagne, évidemment à Paris, puisqu'on a aussi beaucoup de confrères et beaucoup de partenaires qui ont leur siège à Paris, et même des grandes agences qui sont à Paris, qui souhaitent nous rencontrer. Le but, c'est d'être dans l'échange de partage. Et toujours dans un souci d'amener nos partenaires, de montrer aussi que les partenaires entre eux se parlent, sont pas juste un contrat, une signature, une rétrocom, sont vraiment des intégrations, encore une fois de l'humain, parce que ce n'est pas un partenariat fait qu'en visio, c'est des gens qui se rencontrent, qui discutent, qui essayent de répondre à une problématique du terrain, et la solution émane du fruit de deux intégrations entre deux produits, chacun dans son expertise. Nous dans la post-réservation, mais la post-réservation embarque de la caution, embarque de la serrure connectée ou intelligente, et c'est l'association en fait de ces partenariats qui sont le fruit d'un workflow qui devient cohérent et facile d'utilisation, encore une fois, sur l'ergonomie pour notre client. C'est ce que les clients, c'est ce que les hébergeurs attendent finalement. Et à la limite, on peut parler brièvement aussi de la forme. On n'est pas sur des PowerPoint ultra commerciaux, on est sur du panel. On commence avant tout par un temps d'échange, un temps de prise de parole, non pas de nous et des partenaires, mais des gens qui viennent et qui veulent faire remonter finalement leurs problématiques, essayer de trouver des solutions. Nous, on leur montre qu'on sait discuter. C'est la force de Yago, c'est aussi d'aller chercher les bons partenaires et donc de montrer que on essaye de fédérer à notre niveau et de faire en sorte que soit vous pouvez prendre tout le package comme on le disait tout à l'heure, soit vous pouvez en choisir quelques-unes, mais surtout, on vous écoute. Et c'est ça le Yago Tour. Pour finir cet échange, David, je pense qu'il est important aussi de parler de l'avenir. La vision. La vision, vers où va Yago, c'est quelque chose d'important, je pense. Finalement, qu'est-ce qu'on ambitionne chez Yago ? Alors, ce qu'on ambitionne dans un premier temps, c'est de devenir le leader incontournable, au moins de par sa renommée et de sa position, renforcer notre position sur le marché français. Comme tu le disais, on est une plateforme française. C'est ce qui nous distingue aussi, un élément différenciant de nos concurrents. On veut vraiment être un acteur existant. C'est un marché particulier. Avec un niveau d'exigence, de professionnalisme, exactement. Un savoir-faire à la française. Un savoir-faire à la française. Tous les concurrents qu'on a pu rencontrer sur des salons qui étaient effectivement non français, que ce soit des Espagnols, que ce soit des Israélites ou des Américains, nous ont toujours dit que le marché français est un marché exigeant, particulier, qui demande du sur-mesure. Très bien, nous sommes là. On est là, et donc renforcer notre position sur un marché précurseur du tourisme, montrer qu'il va falloir compter avec Yago pour les prochaines années, et puis finalement, est-ce que le besoin fondamental, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer en 2022 pour Yago ? Il va se passer des choses, parce que, alors, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, les choses vont en accélérer. Oui. On a l'impression d'appuyer sur une télécommande et on appuie sur fast, et Unfurious, peut-être. Un petit peu. Non, ce qui va se passer en fait cette année, c'est on a besoin de structuration, de renforcement de l'équipe, parce qu'effectivement, cette traction va demander du support. Cette traction et d'être au plus près, justement, le Yago Tour va nous faire remonter du terrain des nouveaux besoins, des nouvelles attentes. Et on est à l'écoute. Et donc, la structuration
que ce soit au niveau développement, que ce soit au développement commercial et que ce soit au développement de la communication, va demander des ressources en plus. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut faire peur à nos clients finalement. C'est quoi votre scalabilité? Comment vous prévoyez votre plan? Vous êtes ultra disponible chez Yago? Comment vous prévoyez votre accompagnement? Et concrètement, on le voit bien, on a de plus en plus de gros acteurs qui nous sollicitent, ou alors des acteurs qui sont en plein développement mais puissants et qui ont besoin d'un accompagnement vraiment très personnalisé. On est en train de développer une offre sur mesure pour ça. Et donc, on a besoin de recruter, au moins de doubler l'équipe. Au moins de doubler l'équipe. La cible, c'est le marché français. Voilà. La restructuration est justement le grossissement de l'équipe pour assurer justement cette pérennité et cette accélération, que ce soit au niveau traction, acquisition de nouveaux clients et de répondre à leurs besoins de personnalisation. Et je pense que naturellement, on ira vers la fin de l'année sur une levée de fonds. Oui, je pense aussi. Et puis pourquoi? Parce que c'est pas juste pour se faire plaisir. Si on pouvait, parce qu'on s'autofinance depuis le début. Depuis le début. Il y a un moment donné, soit on devient une PME, soit on est une start-up et on essaye justement de scaler, d'innover, d'exploser, et dans le sens positif du terme. Et donc pour ça, il faut s'entourer de bonnes personnes, et que ce soit au marketing, au développement, au commerce. Exactement. Et qui est justement ce renforcement de l'équipe pour le bénéfice du client. Et finalement, 2023, si on se projette un petit peu plus loin. Alors 2023, on va se projeter un tout petit peu plus loin. On a renforcé l'équipe, on a fait notre première levée de fonds, notre premier tour. Et derrière, naturellement, c'est d'aller sur les portes de l'Europe, parce qu'effectivement, le marché nous emmène déjà naturellement, on va dire ergonomiquement, sur des traces italiennes, sur des traces espagnoles, sur Bali, sur la Guadeloupe. Gros client aussi sur l'île de la Réunion. Voilà, les frontières européennes vont être ouvertes et on ira naturellement sur des terres touristiques telles que l'Espagne, sur l'Italie. Et encore une fois, l'importance des partenaires et du choix des partenaires que l'on a fait vont nous aider aussi à avoir cette participation et cette évolution, on va dire, territoriale, géographique, naturelle. Alors l'Europe juste derrière, et on visera les États-Unis dans 2-3 ans tranquillement. Alors tu sais comme moi qu'on est assez sollicité en ce moment sur la question de l'investissement, de la levée de fonds, et très souvent on nous demande mais finalement comment vous prévoyez la chose. Alors c'est vrai qu'on est un peu en découverte, on est en train de constituer justement ce plan, mais ce qui est sûr, notre volonté c'est pas forcément de prendre l'argent pour prendre l'argent, c'est aussi de chercher une sorte de mentorat, un partenariat, d'avoir des gens qui ont envie, qui croient au projet et qui ont envie peut-être de s'investir d'une manière ou d'une autre. Clairement. Que ce soit un acteur du marché. Ça peut être un acteur du marché, ça peut être parmi nos clients, parmi nos clients de différentes tailles. Ça pourrait être aussi ouvert, pourquoi pas, sur French Tech. Une French Tech. Côté French Tech, quelqu'un qui nous apporte une sorte d'expérience technique, technologique, qui a peut-être vécu justement un retour de terrain, quelqu'un qui a déjà eu cette expérience, qui a déjà eu cette traction, qui a déjà eu ce succès, cette expérience, et qui pourrait nous en faire bénéficier. On a encore plein de choses à apprendre. On a vu des choses, on a fait des mauvais choix, on a pivoté, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Mais je pense qu'on aura à un moment donné, si on peut joindre cette levée de fonds avec quelqu'un qui peut justement nous apporter une sérénité et une direction pour nous conforter dans les décisions qu'on prendra et qu'on aura à prendre dans l'avenir, ce serait parfait. Et évidemment, nos partenaires bancaires qui nous ont toujours fait confiance parce qu'ils ont vu qu'on savait gérer une société, qu'on autofinance depuis 3 ans maintenant, qu'ils voient que ça tient, que ça devient de plus en plus rentable dans le sens du positif du terme et justement scalable. Et puis aussi, évidemment, en tant que Normand, d'avoir la région qui vienne supporter ce développement de deux Normands qui ont envie de montrer qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il existe des startups ou peut-être des licornes, et aussi le département et pourquoi pas nos acteurs, nos institutionnels locaux qui viendront probablement parce qu'ils nous l'ont manifesté cet intérêt, nous accompagner dans ce plan de développement. Donc, si on peut conclure. Qu'est-ce qu'on souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Surtout que c'est un réel plaisir de pouvoir développer cette start-up ensemble et de pouvoir attirer un maximum de personnes autour de nous, d'embarquer des gens qui croient à notre projet, qui
qui ont les mêmes valeurs que nous, qui les partagent. Qui les partagent. Et qui sait peut-être, c'est peut-être vous demain qui viendrez investir chez Yago d'une manière ou d'une autre. Et on se souhaite à tous plein de bonnes choses et on vous dit à très bientôt. Merci.